Check the mic and make sure it sound right, boys. Salut à tous, bienvenue sur Chave FM, le podcast Made in La Clusaz. On est de retour et on est très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors n'hésitez pas évidemment à nous faire de la pub, à en parler autour de vous, à nous mettre des bonnes notes sur Apple Podcast, sur Google, sur tout ce que vous avez. Et puis voilà, parlez-en, faites tourner et nous on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, donc ça fait vraiment plaisir à toute l'équipe. Alors après avoir parlé montagne, sport, culture, patrimoine, aujourd'hui on va s'attaquer au cinéma. Parce que oui, on a dans notre studio une réalisatrice de talent. Elle est avec nous, mesdames et messieurs, on lui doit de jolis documentaires. Elle a l'art de mettre en valeur les gens qui passent devant sa caméra, son micro. Et nous sommes en compagnie de Laura Lardeux aujourd'hui. Bonjour. Salut, ça va? Que d'éloges. Oui, ouais. toi? On travaille nos intros. Après ça va dans un autre style, mais on essaye de faire bien sur le début. Bon, en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Eh ben, c'est génial. Tu nous as dit que c'était la première fois que tu venais ici? Oui, première fois au Hameau des Alpes. Dans ce musée du ski qui nous sert de studio. Oui. Donc on est content de te le faire découvrir, un peu comme tous nos autres invités finalement, parce que c'est beau être des gens de la Clusaz, des gens du coin, et ben tout le monde découvre ce joli endroit. Mais c'est vrai que ce qui est proche, on va pas le voir forcément. Ouais. Toujours un peu plus loin. Eh ben tant mieux. Alors merci d'être avec nous. Merci. Merci d'être en forme. On a une équipe de comiques, alors du coup, en introduction, on voulait te faire un petit jeu de mots. Si tu devais décrire ton job, te décrire toi, tu dirais que tu as l'art de quoi? J'ai l'art de pas finir les phrases. J'ai l'art de pas finir les phrases. Non, j'ai l'art de... Oui, c'était ça le jeu de mots. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Bon, c'est une introduction alors, il faut pitoyable. savoir que la répartie, je suis complètement nulle. Non, nous aussi, mais comme on l'avait écrit, c'était un petit peu plus... Ça paraît plus spontané que là. Mais l'art de... J'en ai une. J'ai l'art de mettre en image les émotions. C'est joli. C'est très joli, c'est bien trouvé. On dirait que c'est spontané. Non. On dirait. Les joies du montage. C'est de toute beauté. On va commencer par toi, par ton parcours. D'où est-ce que tu viens à la base? Alors j'ai écouté les podcasts de la Clusaz et je crois que je suis une des seules qui vient pas d'ici. Ouais, plus ou moins. Après, certains viennent d'Annecy ou de la région Ouais. ou d'un peu plus loin. Ouais. Je suis arrivée à 10 ans ici, sinon j'ai grandi à Bordeaux. Et j'étais plutôt citadine, donc je suis passée de la ville à la montagne et les choucas. Changement radical, ouais. Changement radical, ouais. Et comment t'es arrivée là, finalement? Parce que Bordeaux, la Clusaz, c'est pas le chemin Non, le plus c'est direct, pas le on va chemin dire. logique. C'était le rêve de ma maman, en fait, d'habiter à la montagne. Et elle passait ses vacances de sport d'hiver à la Clusaz, en colo ou en Suisse. Et au Grand Bornand, et elle a voulu revenir. Son patron lui a proposé une mutation à Lyon, et elle lui a dit est-ce que je peux prendre la grande périphérie, et elle a choisi les Aravis, qui était la très très grande périphérie. Ouais, c'est le bon plan ça. c'est pas mal du tout. Et pour ce qui est de l'image, parce que voilà, on l'a dit rapidement en introduction, tu réalises des films. Alors t'es plus réalisatrice, documentariste, comment tu définis ça toi? Je dirais réalisatrice, cinéaste, peut-être. Ouais. Parce que pour l'instant, je fais du documentaire, mais je suis pas fermée à la fiction à un moment donné. Ok. Et même faire les deux, parce que j'ai pas du tout envie de m'enfermer dans une case. Ça permet de varier les plaisirs. Voilà, Ouais. exactement. Et comment tu es venue à ça, à cette activité, à ce métier-là? Ouh là là, les débuts des débuts. On veut tout savoir. Non, mais je pense que j'ai été éduquée au cinéma avec mon papa qui était un cinéphile, qui adorait le cinéma japonais, le cinéma italien. Ma mère, c'était plutôt la nouvelle vague et elle n'était pas trop sur le cinéma, mais sur le jeu d'acteurs. Elle était impressionnée par la prestance des acteurs. Mm-hmm. Et donc j'avais déjà une sensibilité à ça. Et puis au lycée, j'ai pris la section cinéma audiovisuel.
en spécialité lourde et légère à Thônes, au Saint-Joseph, où il y a un prof qui est juste incroyable, qui est Patrick Avrillon, qui est un prof de cinéma et d'histoire, et qui fait des passerelles souvent entre les deux, et qui est ultra passionné. Et je pense que c'est lui qui m'a piqué au cinéma. Et moi, j'étais une adolescente qui était très très discrète. En groupe ou quoi, j'arrivais pas trop à porter mon opinion, à l'assumer. Et avec ma mère non plus, parce qu'elle avait une prestance qui était très très théâtrale. Et du coup, elle prenait beaucoup beaucoup de place. Et j'étais souvent dans la place de l'observateur. Et finalement, avec ce cours-là, c'est ce qui m'a permis de trouver un moyen d'expression beaucoup plus intuitif et sensitif et qui me parlait beaucoup plus. Donc tu as commencé à faire des vidéos, des choses comme ça à partir du lycée? Ou en tout cas à écrire, à faire des images? Écrire, en fait, je fonctionnais beaucoup... J'ai une famille qui est un peu dysfonctionnelle dans le sens où il y a ma mère qui était célibataire avec ses enfants. On a 4 enfants de 3 pères différents quand même. Donc ça générait un petit peu des situations bizarres et conflictuelles et compliquées. Et pour me protéger de tout ça, je mettais le regard sur des petits éléments. Par exemple, pendant un conflit, il y avait un verre qui tremblait. Je vais regarder le verre qui tremblait plutôt que la scène de conflit général. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des histoires, parce que j'avais des flashs de petits éléments un petit peu hors de la réalité, et c'est à partir de ça que j'écrivais. Et j'ai commencé à faire mon film de bac comme ça, avec juste cette image du verre qui tremble, et finalement j'ai fait une autobiographie en mettant mon petit frère dans mon propre rôle pour mon film de bac. Et après le bac alors, du coup, sur quoi t'es partie? Alors après le bac, je suis allée à 3IS, dans une école de cinéma privée dans la région parisienne. Et c'est comme ça que j'ai intégré ma première famille de cinéma, avec plein de gens qui voulaient faire la même chose que moi, ou pas forcément exactement la même chose, mais dans le domaine du cinéma. Et du coup, j'ai commencé à être vraiment stimulée par cette énergie de groupe, et je me sentais vraiment inclus dans le groupe. Pour le coup, j'avais vraiment trouvé ma petite univers, famille. une bulle où il y a tout ce... Où on avait envie de créer, de porter des messages forts, de rêver aussi. Génial. Parce que c'est ça le cinéma. Ça t'a amené du coup à revenir à la Clusaz quelques années après, enfin après tes études? Ouais, en fait j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans ma vie, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini mes études, j'ai eu une proposition de stage, puis d'emploi à Paris, et la montagne me manquait beaucoup trop, et la ville à ce moment-là ne me correspondait pas, ça m'oppressait, et c'était beaucoup trop rapide par rapport à mon rythme qui est beaucoup plus lent. Et du coup, je suis revenue à la Clusaz à la base pour une saison d'été en restauration, pour me renflouer un peu, et j'avais comme projet de partir au Québec. Et finalement, j'ai passé 1 an et demi en restauration à la Syrie. Et après, suite à ça, il y avait quand même la création qui me manquait, et j'avais pas de sens à ma vie et à l'évolution de ma vie, et j'ai suivi mon envie de partir au Québec, et j'ai suivi un cursus documentaire là-bas. Et aujourd'hui, ton quotidien, ça ressemble à quoi? Oulala. Si ça ressemble à quelque chose, hein. Peut-être que c'est... Mon quotidien est bordélique. Et c'est de jour en jour, de semaine en semaine, ça ne se ressemble jamais. C'est les joies d'avoir choisi ce métier-là, où on est quand même très seul. Après, j'ai la chance d'avoir été bien entourée, d'être encore bien entourée par mes producteurs, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais le quotidien, c'est déjà me discipliner pour ne pas procrastiner dans ma journée, parce que il n'y a personne qui est derrière mes fesses à me donner des coups de pied au cul. Donc, et je travaille de chez moi, donc c'est un peu un piège. Je suis dans une phase d'écriture en ce moment, donc c'est assez particulier, mais j'alterne entre phase d'écriture où c'est vraiment chez moi ou dans les cafés d'ici, au Candide, au Garaggio, à Manigo ou à Annecy. Et sinon, j'alterne avec des tournages. Parce qu'il y a quand même des projets aussi en cours, des commandes ou des choses comme ça. Ouais, ou des choses que je vais déclencher en proposant à, par exemple, La Ferme et la Syrie, c'est ce qui s'est passé. Je leur ai proposé de leur faire un film un petit peu plus original qu'un film commercial, en se basant vraiment sur leur essence même, et en racontant une vraie histoire de leur établissement. Plus centré sur l'humain, sur la personne que sur... C'est ça, sur ce qu'ils vendent. Sur l'activité.
Donc il y a ces projets-là en parallèle et heureusement parce que ça stimule, ça me permet de voir des gens parce que l'écriture c'est encore une fois une grosse bulle où j'ai besoin d'être assez seule pour pouvoir vomir la créativité. Et justement dans ce cocon, dans cette bulle, sans dire exactement ton adresse évidemment, mais t'es à la Clusaz, t'es à quel endroit, enfin qu'on arrive à situer un peu l'univers dans lequel tu... Ouais, je suis secteur Balme les Confins, donc j'ai la chaîne des Aravis qui est vraiment en face de moi avec Balme, le Fer-Nuit. Trop bien. Qui est vraiment en face et ça c'est vraiment trop chouette d'écrire. Pour bosser, quand on lève la tête de l'ordi ou de la feuille, on prend une petite bouffée d'air, là, ça va tout seul. Exactement. Ouais. Puis j'ai un gros chien, donc ça m'aide aussi à me promener dans les environs. Ça me sort au moins 2 heures dans ma journée. Il y a des chemins autour, ouais, il y a de quoi faire. Ouais, j'ai toute la motte en face de moi et le damné derrière moi, donc parfait. Tout va bien. On nous dit souvent que la Clusaz a un caractère, a une âme. Est-ce que finalement c'est pas un peu un personnage aussi pour toi? Si. Bien sûr que si, le village est un personnage à part entière. Il y a, comme tu dis, il y a une âme, une authenticité, il y a une histoire aussi. Et c'est un peu la matrice qui nous met en lien les uns les autres. Et puis j'ai l'impression qu'elle donne... je le dis au féminin, hein, pour moi c'est elle. C'est la Clusaz. Oui, exactement. Ouais. Et pour moi j'ai l'impression qu'elle, je sais pas, elle donne une impulsion et une énergie nécessaire à avoir de l'ambition. C'est beau. Et c'est vrai aussi parce qu'il y a pas mal d'inspiration et de projets qui sont très divers, ou des athlètes, ou même en termes de création artistique. On a reçu Phil de Radio Meux, on a reçu des champions, d'anciens champions, des jeunes, des choses comme ça. C'est vrai qu'il y a un terreau, quelque chose qui... Je sais pas, qui fait jaillir quelque chose des gens. Qui permet de rêver, encore une fois, je pense, d'oser rêver et oser mettre en place tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre ses rêves. Et toi particulièrement, est-ce qu'il y a, je sais pas, quelque chose de spécifique à la Clusaz que tu aimes, ou en tout cas qui t'inspire plus que d'autres? Je sais pas, ça peut être la nature, une saison, un lieu. C'est le bois de la Motte, c'est bizarre, hein, mais... C'est très bien. La forêt du bois de la Motte, je sais pas, je trouve qu'elle a quelque chose de magique, de sacré qui me recharge et qui me coupe du monde. Et en général, dans les grosses périodes de flux touristique, c'est là où je me réfugie parce que les personnes qui viennent visiter la Clusaz ne vont pas forcément directement au bois de la Motte. C'est un lieu de passage, de transverse, mais ils y restent pas. Ils vont plus haut, ils vont... Oui, on fait souvent le tour en fait, soit au-dessus, soit en dessous. Voilà. Mais à part l'été, des vététistes qui coupent à travers. Mais il y a vraiment plein de petits coins qui sont sauvages, avec des chemins de traverse que personne n'emprunte, et j'aime bien me poser sur des souches avec mon chien qui court à côté, et ça m'inspire. Dans la forêt. Dans la forêt. Quand t'as, la feuille blanche, je sais pas si ça existe pour un cinéaste, ou si on a une autre expression, mais tu vas là-bas pour gribouiller, pour raturer des carnets, des choses comme ça. Les pannes de créativité, c'est tellement angoissant. Surtout que la créativité, ça se contrôle pas, c'est des montagnes russes, un coup c'est tout en haut et on a plein d'idées, et du coup il faut en profiter pour les noter. Et ensuite, il y a des trous, des espèces de creux de vagues où on n'a plus rien, il n'y a plus rien qui sort. Et plutôt que de forcer la chose, ce que j'ai fait, ce que je fais encore un tout petit peu, il faut justement aller... il faut décrocher. Il faut décrocher, aller en nature, aller se ressourcer, et pas forcément avec un carnet à ce moment-là. Parce que ça met une certaine pression en se disant, bon, il faut avoir un rendement. Alors que si on est sans carnet et qu'après, au fur et à mesure, on écrit juste des petits mots, c'est comme ça que ça revient. Et la Clusaz, c'est bien pour procrastiner? Bon, il y a plein de choses à faire pour procrastiner, surtout s'il fait beau, c'est l'enfer. Ouais. Non, c'est pour ça que les gens viennent en vacances dans le coin aussi. Exactement. Voilà. Bon, on dira que c'est une belle synthèse d'un peu de tout ça, que ce soit pour travailler, pour chercher de l'inspi, ou alors pour vraiment décrocher, lâcher prise, que ce soit l'été, l'hiver, même en ce moment, au printemps, là, début du printemps, c'est juste magique. Donc, moi je préfère l'automne.
pour le coup. Bah, l'automne Début aussi. d'automne, Ouais. septembre et jusqu'à mi-octobre. L'ambiance un petit peu, Ah ouais, l'ambiance un peu chaleureuse. fraîche, les couleurs d'automne. Ouais, Mm. c'est vrai que c'est magnifique aussi. Mais ceux qui nous écoutent, de toute façon, vous pouvez venir quand vous voulez et revenir pour profiter de toutes les saisons. Exactement. Ça, c'est le conseil qu'on Parce vous qu'elles sont donnera. toutes belles. Comme on a quelqu'un du métier du cinéma sous la main, on voulait, sans transition, parler vraiment de cinéma. Et au-delà de l'inspiration que tu as pu avoir à travers ton cursus scolaire, il y a aussi beaucoup de choses personnelles dans cette démarche artistique. Si tu avais 3 films, 2 ou 3, je sais pas si tu as pu réfléchir à la chose avant, qui t'ont inspiré, ou en tout cas qui t'inspirent toujours, qui te donnent envie ou qui te triturent l'esprit, je sais pas, parce que des fois le cinéma c'est fait pour ça aussi, pour réfléchir, ce serait quoi? Alors, je dirais que le premier film, ce sera un documentaire de Sébastien Lifshitz. Je sais pas si tu connais. Non, là comme ça me dit rien. T'iras voir. Et il a fait un documentaire qui s'appelle Les Invisibles, où en gros c'est un portrait d'hommes et de femmes qui sont nés dans l'entre-deux-guerres et qui ont affirmé et revendiqué leur homosexualité. Chose qui n'était pas facile dans les années 50 parce qu'ils étaient considérés comme marginaux. Et donc ils ont lutté toute leur vie pour être considérés et reconnus. Et son travail à Sébastien Lifshitz, je le trouve très impressionnant parce qu'il arrive à avoir des témoignages justes, simples, puissants, tout en restant délicat et pudique. Et il arrive à avoir des confidences qui sont tellement puissantes par le silence, par les émotions qui sont déversées en fait dans ces témoignages-là, et il laisse vivre les émotions, il n'en a pas peur. Et ça, je trouve ça beau et je trouve ça fort. Mais pour moi, c'est les émotions qui révèlent notre humanité et qui révèlent toute l'universalité d'un sujet, d'une problématique, d'un propos. Et j'ai pas peur d'aller vers les émotions, mais la fragilité, c'est ce qui fait qu'on va s'identifier au personnage, c'est ce qui fait qu'on va être touché. Et peu importe l'émotion, que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, j'ai envie d'aller les explorer. Et ce genre de cinéaste m'inspire beaucoup pour ça. D'accord. Et aussi par rapport à sa poésie, à la beauté de ses films en règle générale. Il y a une beauté très très épurée qui est juste incroyable. Moi, ça m'impressionne en tout cas. Je te conseille d'aller voir. J'irai voir, Les Invisibles. Ouais. Okay. Et même tous ces films. D'accord. Tous ces films, c'est des pépites. On se fera des projections. Des soirées, des projections, je me ferai une liste. Et dans un autre style, ou en tout cas dans la continuité, tu as un autre conseil à donner? Un conseil ou des films? Un conseil film. Ah, des films. Mais j'en ai encore 2 autres si tu veux. Ouais. Le deuxième, c'est une romance. Je suis très romantique comme personne et j'ai eu du mal à l'assumer. Maintenant, je l'assume. Je suis romantique, fleur bleue, tout ce que vous voulez. C'est très bien. Ça peut paraître niais pour certains, mais moi, je l'assume. Et c'est une romance qui est sortie il n'y a pas si longtemps, en 2021, qui s'appelle Julie en 12 chapitres. Et qui a été réalisée par un cinéaste norvégien qui s'appelle Joachim, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, Trier ou Trier. Ok. Et en gros, c'est une trentenaire qui se cherche, tout le temps insatisfaite dans ses relations amoureuses et qui n'arrive pas à se caser dans la vie, entre guillemets, la petite vie plan-plan normale en couple. Elle n'arrive pas à faire ça. Et en gros, ce qui est cool dans ce film, c'est qu'on arrive vraiment à s'identifier au personnage. C'est pas la romance pleine de poussière de fées qui n'arrive que dans les films pour le coup. Là, c'est plus une romance avec toutes ces ambiguïtés, toutes ces contradictions, les aléas de la vie aussi qui peuvent arriver en même temps. Et on passe du rire aux larmes. Il y a des scènes dramatiques qui deviennent comiques par leur absurdité. Puis dans la vie, c'est comme ça en vrai. Bah oui. C'est du réel, quoi. Voilà, et ça, j'ai adoré sa manière de mettre en scène tout ça. Ça, c'est une fiction, pour le coup. Ouais. Et le troisième, c'est une réalisatrice. Et je finis par une réalisatrice et je suis contente d'avoir au moins une réalisatrice parmi les 3. Chloé Zhao.
Le film s'appelle Nomadland, mais c'est l'histoire d'une femme de 60 ans qui est veuve et qui a perdu son travail suite à l'effondrement d'une cité ouvrière dans les États-Unis. Et du coup, elle décide de prendre son van et de partir à l'aventure en road trip. Ouais. Elle a plein de petits boulots à droite à gauche et finalement, elle vit tous les petits bonheurs qu'on a dans le voyage, mais dans la vie quotidienne, avec les rencontres éphémères. Les galères aussi. Les galères, ouais. Oui, on montre bien les galères. Il y a des sacrées galères aussi. Ouais. Exactement. Et c'est pas juste la vie Instagram ouais. du road trip. Et puis, il y a aussi, je trouve, l'émerveillement et la contemplation par rapport au paysage qui est sublimé dans ce film, où il n'y a pas besoin de mots pour expliquer la beauté de la vie, les simples bonheurs qu'on peut vivre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est la simplicité. Enfin, que ce soit l'actrice, qui est pas simple en elle-même, mais en tout cas son personnage, et tous les personnages d'ailleurs sont. Il y a presque un côté documentaire là-dessus. Mais justement, au niveau mêlé. Au niveau de l'écriture et de la réalité de la chose, on n'est plus dans un film où on suit vraiment un parcours comme il aurait pu être. En vrai quoi. Et puis elle mêle le documentaire et la fiction parce qu'elle a des acteurs, comme les acteurs principaux, etc. Mais tous les acteurs, peut-être pas tous, mais certains des acteurs secondaires, ils jouent leur propre rôle. Donc finalement, c'est un mélange de fiction et documentaire. Et personnellement, mon ambition, ce serait d'arriver à ça, de mélanger un peu les deux genres. Une belle ambition. Super. On va changer complètement de style. Enfin, tout dépend de tes réponses qui vont venir. Et le cinéma, c'est aussi, il y a aussi la catégorie nanar. Parce que, on parlait de débrancher le cerveau en allant se balader dans la forêt, mais des fois on débranche aussi en regardant un film. Est-ce qu'il y a des choses inavouables, que tu as finalement avouées ici, mais des plaisirs honteux de regarder des films depuis petite ou encore aujourd'hui? Honteux, je sais pas, mais... On les assume de plus en plus. Au début, on n'ose pas trop le dire, mais... Il y a Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Ouais. Où celui-là, j'ai toutes les références depuis qu'il est sorti, et dès que j'ai besoin de rire un peu ou de débrancher, comme tu dis, je le regarde parce qu'il me fait tout le temps autant rire, quoi. Ah là, c'est culte, ouais. Il y a celui-là... à l'approche de Noël, j'en ai un aussi. Le Grinch, avec Jim Carrey. Ouais, cette version-là. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu une réadaptation, une version... Avec un dessin animé. Avec un dessin animé non, dernièrement, ouais. Non, moi je parle du film, et j'avoue que je suis assez gaga face à l'énergie de Noël. Et j'ai toujours eu des Noëls qui étaient très beaux, mais toujours un peu conflictuels, règlement de compte, pardon, sur certains Noëls, et j'ai toujours rêvé du Noël un peu à l'américaine. Et dans le Grinch, il y a ce côté-là, et en même temps, il y a l'importance de Noël, qui n'est pas les cadeaux, mais les personnes avec qui tu le passes. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec mes frères, avec ma fratrie, mais... Mais voilà, le Grinch, je sais pas si c'est considéré comme un nanar, mais moi c'est mon film d'enfant que j'adore. Je le classerai pas dans un nanar, mais j'aime bien aussi, donc je valide. Et puis ensuite, alors j'avais une hésitation entre deux trucs qui n'ont rien à voir. Vas-y, on te laisse. T'as le droit d'ailleurs de les citer les deux. Ok, il y a une romance, forcément. Il y a Sur la route de Madison, de Clint Eastwood, qui est quand même... qui pourrait paraître niais pour certaines personnes, mais je suis juste amoureuse de cette histoire, que ce soit en livre ou en film, et amoureuse des histoires d'amour. Donc il y aurait celui-là. Et rien à voir, mais tous les Harry Potter. Tous les Harry Potter, j'avoue que chaque année ou tous les 2 ans, avec mes frères, on se les fait. Parce un marathon Harry Potter. Un marathon Harry Potter. J'ai grandi avec Harry Potter quand même. Ouais, puis... Tu disais que tu aimais bien l'automne, ou en tout cas la période qui amène vers Noël. Et je pense que c'est cette période-là qui met dans l'ambiance le côté magique, où on a besoin de cette ambiance, de cette atmosphère un petit peu magique. Exactement, ouais. Même quand il y a les tout premiers flocons de neige qu'on se met sous son plaid avec ces films-là. Parfait. Je vois parfaitement
le truc. Vive le cinéma! Bon, bah ça nous fera des belles playlists pour occuper nos soirées, celles de nos auditeurs. Je pense que vous avez pris des notes et puis de toute façon on pourra aussi les repartager en description de ce podcast. On va parler maintenant de tes films à toi, de tes expériences. Est-ce que, enfin, il y en a sûrement. Est-ce que tu as eu des boulettes, des petits couacs, des choses comme ça en tournage? Il y en a plein. Ouais. Forcément, c'est avec les boulettes qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Exactement. J'ai déjà eu une poussière sur mon capteur où je m'en suis pas rendu compte et ça a pourri tous mes plans. Il fallait tout refaire. Non, je me suis débrouillée avec les logiciels, mais ça se voit quand même. Et ça, je peux te dire que je suis un peu psychorigide du capteur. Je vais souvent voir, même sur mes objectifs ou quoi, si j'ai pas une poussière. Parce que tous les DSLR, justement, caméras hybrides, il y a ce risque-là. De mettre des petites poussières, ouais, quand on change d'objectif et ouais. Rapidement. Donc ça c'est quand même une boulette parce que tu te retrouves avec tes rushs, t'es là mais non, pourquoi? Ouais, mais quand on a la tête sur autre chose au final, on le voit pas ça en passe plus à côté. dans le petit carré. C'est trop petit. Non, on le voit pas. Par contre sur le grand écran de ton ordinateur, tu le vois très bien. Voilà, c'est autre chose. Ça, c'est plus des boulettes techniques. Après, il y a eu des fois où j'avais pas le point, la netteté sur mes plans, alors que c'était des plans qui me paraissaient d'une importance capitale. Le focus au mauvais endroit. Et non, après c'est des détails, mais c'est des gros détails quand même. Ça va être sur l'épaule au lieu d'être dans les yeux. Et là, j'étais très énervée contre moi-même. Et puis sinon, il y a forcément des boulettes en interview ou des choses où j'avais pas assez bien préparé et du coup je me perdais dans mes propos et du coup je perdais la personne et ouais, des petites boulettes comme ça j'ai dû en faire. Et du coup pareil pour les interviews, je suis très carrée. Et si tu avais des conseils justement à donner pour éviter ces boulettes ou en tout cas pour les gens qui voudraient faire des films, tu donnerais quoi comme petit conseil? De faire des erreurs, c'est pour comme ça qu'on la apprend. Il faudra de toute façon passer par là. Il faudra faire des erreurs, ouais. C'est le meilleur des conseils. Et tu rêverais de filmer qui ou quoi? Si tu avais un idéal, un objectif ultime. C'est une bonne question ça. Ouais. Je crois que il y a quelque chose qui me tient par rapport à la musique. Je rêverais d'aller voir plein d'artistes musiciens du monde entier et de faire un tour du monde musical en allant voir qu'est-ce que c'est pour eux la musique et pourquoi c'est si essentiel dans nos vies. Ça c'est un truc qui me tiendrait à cœur parce qu'il y a forcément la connexion à la nature ou à un environnement. Avec une diversité justement des environnements, tu rentres dans des univers et la musique c'est vraiment universel dans l'union et je crois que ce serait quelque chose comme ça avec toute génération parce que mon truc c'est le côté transmission, de savoir qu'est-ce que les anciens peuvent transmettre aux plus jeunes et qu'est-ce qu'on en fait parce que je trouve que cette connexion est assez coupée dans nos sociétés occidentales. Et ouais, je mêlerais un côté générationnel à l'histoire. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors évidemment, en parlant cinéma, on se devait aussi de parler de matériel, de choses concrètes, parce qu'il y a tout un travail d'écriture, il y a tout un travail technique. Donc tu nous as amené un peu de ton matos. On t'avait demandé d'amener la caméra, mais t'as très bien fait, tu nous as aussi amené tous tes carnets. Ils sont pas tous là. Ouais, j'imagine qu'il doit y en avoir une belle pile. On se rend pas compte forcément comme ça, mais le travail d'écriture prend une place énorme. Et quand on t'a demandé d'amener ta caméra, on t'a dit mais mon outil de travail, c'est vraiment les carnets. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu... Ouais, au niveau des carnets, en fait, bon déjà, j'adore l'objet.
Et j'ai plein de carnets différents selon... déjà, il y a un carnet par projet. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Exactement, un carnet par projet d'écriture. J'ai mon carnet de to-do list, parce que sans les to-do list, dans ce métier-là, on est complètement perdu, parce qu'il y a plein de choses qui vont dans tous les sens. J'ai mon carnet plus de carnet de bord de travail, où je vais mettre un petit peu, justement par rapport aux erreurs, aux échecs, je vais mettre un petit peu mes leçons ou les conseils qu'on m'a donnés par rapport à mes producteurs, par rapport à des gens que je rencontre. J'ai mon carnet d'intentions personnelles sur les sujets qui me tiennent à cœur. Qu'est-ce que je veux dire, etc. Ou qu'est-ce que j'aimerais aborder. J'ai mon carnet de références parce que c'est super important d'avoir de continuer de se cultiver, de regarder des films, de lire des livres, etc. Et voilà, chose que je fais pas assez souvent alors que ça devrait faire partie de ma routine journalière. Ouais. Et comme je me fais prendre par la panique de j'ai ça à faire, je me pose pas assez et c'est ma prochaine résolution de regarder au moins un film par jour et de lire beaucoup plus. Voilà, ensuite j'ai mon carnet de prise de notes quand je vais voir des clients, des clients ou des nouveaux projets plutôt, de vidéos courtes comme La Syrie et la ferme. J'ai mon carnet de travail pour... c'est très organisé. Ouais, pour mes écritures pour le coup, de long métrage, etc. Et tout ce que j'ai à retravailler, tout ce que j'ai à faire. Bref, des carnets, j'en ai 1 million. Et ça, c'est une démarche perso ou c'est quelque chose qu'on apprend à l'école ou sur des formations il y a des conseils. Tout un mélange. Ouais. Dans ma formation à 3IS, on m'avait dit de toujours me promener avec un carnet pour pouvoir capter, par exemple, des séquences de vie où on est témoin d'une séquence de vie particulière qui va nous toucher, pour écrire, parce qu'on s'inspire toujours du réel pour écrire les histoires. Pour essayer de le reproduire, ou en tout cas de le réadapter, de le voir d'une autre façon. Ouais. Pour que ce soit authentique et entre guillemets, reproduire le naturel alors que ça n'existe pas. Et de toute façon, on refait ce qui existe déjà. On s'inspire des films d'avant, des cinéastes qui existent. Donc voilà, les carnets, c'est plus pour ça. Et puis, j'ai un de mes producteurs aussi qui m'a aidé à m'organiser avec justement un carnet de to-do list, un agenda papier, parce que moi, je suis très matière, donc il me faut du papier. Donc voilà, c'est des conseils, mon mode de fonctionnement et les formations, tout un mélange. En tout cas, c'est des belles idées, et puis t'es jamais en panne d'idées cadeaux, on va dire, pour Noël, pour un anniversaire, une occasion. Je pense qu'un carnet en cadeau, ça, c'est top. C'est toujours parfait. Ça servira toujours à quelque chose. Exactement. Donc après ces petits cahiers, on va parler aussi de ta caméra. Tu nous as amené ton outil de travail secondaire après ces carnets. Oui. Je rentre dans un petit sac à dos. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors ici, on a une caméra, ma toute première caméra, que je vais upgrader, entre guillemets. Je vais changer de caméra là parce que je commence à en avoir fait le tour. Mais ça m'a permis de réaliser Avenir et Michel. Donc c'est un Sony A6500. Et c'est une caméra qui est très bonne dans les basses lumières, qui a aussi beaucoup de limites, mais qui permet... pour des premiers films d'être discret, parce que oui, c'est du matos léger. Voilà, c'est du matos léger qui est pas trop intrusif et qui permet pour une première approche de vraiment s'amuser et capter ce qu'on a envie de capter. Ok. Et j'avais que 2 objectifs. J'ai encore que 2 objectifs parce que dès que j'ai besoin de plus, je vais louer avec le collectif PVS qui m'aide beaucoup. Donc voilà, mais je commence à faire le tour de cette petite caméra là, mais je pense que je vais rester chez Sony parce que ça reste petit et ça reste facilement sortable. Oui, il faut, sur de l'humain, sur de l'émotion, c'est peut-être important d'avoir un matos léger pour éviter d'être trop intrusif.
Exactement, puis je suis pas une technicienne, donc s'il y a besoin au service du projet d'un matos qui soit beaucoup plus professionnel, et ben je serai avec une équipe, avec des gens qui c'est vraiment leur métier, des chefs opérateurs qui vont gérer la lumière et toute l'esthétique de l'image selon le projet. Et voilà, moi je sais filmer, j'adore filmer. Parce que j'arrive à retranscrire un petit peu les petits détails que je vois, mais je pense que c'est pas mon métier premier. Ça fait partie de mon métier, mais je suis pas une technicienne à proprement parler. Mais c'est une excellente transition, parce que ça nous amène à la question suivante. Parce que réaliser un film, c'est un travail d'équipe. Je te laisse reposer ton sac. C'est un travail d'équipe et donc tu parlais de PVS avec qui il y a des riders qui travaillent aussi beaucoup dans le coin. On pense à Ben Burati pour qui tu avais fait aussi le behind the scene, behind the lens. Ouais. Sur les autres métiers avec lesquels tu collabores, enfin dans le coin, il y aurait quoi du coup? Il y a le son, il y a la lumière, il y a le montage. Ou alors c'est toi qui le fais? Ça dépend des projets. Comment en ça fait. se passe, ouais. Pour l'instant, le montage, c'est toujours moi qui l'ai fait parce que j'avais un bagage, un diplôme de monteuse dans l'école de cinéma 3IS. Parce que c'est une écriture, le montage, et c'est une écriture qui me parlait beaucoup. Mais ensuite, en équipe, suivant le projet, si on a par exemple pour mon projet de long métrage, j'aurai sûrement un chef opérateur avec moi qui va et faire la lumière et faire le cadre, et un preneur de son, un ingénieur du son. Et puis après, tu as tout ce qui est mixage son, composition musicale. Ouais. Et puis mixage son, ça peut être du design sonore aussi. C'est quand même un métier qui est très complet. T'as l'étalonneur aussi qui va te créer toute la post-prod. Ouais, toute la post-prod où je préfère clairement déléguer en son. J'ai essayé dans mes cours, mais en son. D'ailleurs, je vois que t'avais pas. Si, t'as un micro avec. Si, j'ai un micro, j'ai un zoom, j'ai un micro HF, j'ai le strict nécessaire. Ouais. Mais traiter ça en post-production, pour moi, c'est du chinois total, et je respecte à fond ceux qui font ça parce que c'est beaucoup moins visuel et c'est beaucoup plus intuitif, il faut avoir l'oreille. Ouais. Et technique aussi, et je n'ai pas cette technique-là, et surtout, j'ai pas l'intérêt. Donc, je préfère déléguer chez des gens qui savent faire et travailler en équipe. Voilà, c'est un autre métier, il faut savoir travailler en équipe, et il y en a qui le font très bien aussi. Donc, autant faire ça avec eux. Ça me fait penser à autre chose. Au final, dans le coin, on a beaucoup de photographes, d'illustrateurs, de vidéastes aussi, comme toi, amateurs ou professionnels. Est-ce que la réponse est peut-être dans la question, mais est-ce qu'un cadre comme la Clusaz ou comme la montagne serait peut-être plus inspirant d'un point de vue artistique? T'en penses quoi? C'est sûr que visuellement, graphiquement, il y a de la matière ici. Tout peut être esthétiquement beau et fort. Donc oui, je pense qu'il y a un terrain qui amène à la force visuelle de l'image, ouais. Ça c'est sûr. Et puis même au niveau du son, il y a plein d'univers différents. Il y a l'ambiance du village, il y a des choses beaucoup plus naturelles, beaucoup plus brutes aussi. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui font de l'image, de la photo, et c'est beaucoup centré sur les sports extrêmes, sur les athlètes, sur tout ça, mais ça manque un petit peu d'histoire. Pour moi, en tout cas, aller chercher même, je sais pas, des histoires de village, parce qu'il y en a plein. C'est aussi pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, parce qu'il y a une dimension supplémentaire. On peut sortir d'un cadre où ça va être que la compète ou que la performance, dans un cadre naturel toujours, mais on peut voir plus grand, je pense.
Et c'est ce que j'aime bien avec David, pour le coup, David Lacotte, mon producteur, un de mes producteurs chez PVS, c'est qu'il va chercher le fond aussi. Il va chercher, bien sûr, il fait de la pub à côté très esthétique, pardon, très léché, très visuel, très technique. Ouais. Mais à côté de ça, dans ses projets documentaires, parce qu'il en a d'autres que les miens, il va chercher du fond. Comment toi tu travailles avec, comment tu choisis tes producteurs, ou est-ce que c'est tes producteurs qui viennent te voir, enfin, en termes de fonctionnement sur ce duo réalisateur-producteur, ça se passe comment? Moi ça a été assez particulier parce que c'est grâce à Alexandre Hamelin que j'ai rencontré mes 2 producteurs, pas au même moment, et c'est suite aux images que j'ai tournées avec lui sur Avenir. Il m'a présenté d'abord, il m'a mis en contact avec David, qui a accepté de voir ma toute première version de montage avec toute son équipe, parce que lui, il a vraiment une équipe derrière avec un collectif en plus à Saint-Gervais-les-Bains. Ils sont nombreux là derrière. Ils sont super nombreux. Ouais. Et ils ont été 10 à regarder ma petite version de montage que je montrais pour la première fois pendant la pression. Ouais, je me pissais dessus pendant le confinement, juste après le confinement, je crois. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure avec David, où il a commencé un peu à me challenger. J'ai pas eu que des bons retours, attention, mais c'était toujours dans la bienveillance. À me challenger, à me pousser un peu à aller plus loin, à remonter mon film. Donc j'ai réexplosé mon film peut-être une dizaine de fois. Et puis après ça, à peu près dans le même temps, peut-être 3 semaines après, Alex m'a mis en contact avec un autre producteur qui a une résidence secondaire à la Clusaz, Stéphane Kalb, avec qui on a échangé par mail au début. Il m'a mis des timecodes précis en disant là ça va pas, en gros, hein, c'est schématisé. Et puis j'ai voulu en savoir plus, donc je l'ai appelé en disant mais comment ça va pas, où ça va, je veux en savoir plus. Même s'il avait mis des détails, j'avais besoin d'avoir l'humain au bout du fil. Il a été très disponible pendant 2 heures et après je l'ai rencontré. Et bref, tout ça en fait s'est fait plus ou moins en même temps. Donc j'avais les 2 producteurs qui ne me produisaient pas à ce moment-là, mais qui me donnaient beaucoup de conseils. Et puis au fur et à mesure, j'ai parlé de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et ils ont décidé de coproduire ensemble Avenir. Donc je les ai pas choisis, mais eux ils m'ont choisi pour le coup. Et ils ont décidé de parier, entre guillemets, sur mon potentiel, et depuis ils m'ont poussé à affirmer mon propos, ils m'ont poussé à affirmer mon regard, et ils m'accompagnent, ils me guident. Donc ça c'est pour ça, je pense que c'est important, le duo producteur-réalisateur, quand ça marche bien, c'est que c'est censé être un guide pour te faire rayonner, te faire émerger surtout, et avoir confiance en ça, sans être trop... sans te brosser dans le sens du poil, en étant bienveillant. Et j'ai un 3e producteur maintenant qui s'est greffé là-dessus. Qui s'est greffé à mon aventure de jeune cinéaste pour le projet de long métrage, parce que le sujet lui a plu, le sujet lui a parlé, et puis peut-être que mon travail aussi sur les autres films, et qui a décidé de m'accompagner dans cette aventure pour aller plus loin encore, parce que lui pour le coup il a une 50aine de films qui ont été diffusés et achetés sur des chaînes nationales. Petite question bonus, parce que voilà, ici nous dans le podcast on reçoit des gens, on reçoit différents profils, on raconte des histoires, et est-ce que toi de ton côté, je sais pas, c'est des choses finalement que tu retrouves aussi? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspireraient là-dessus, ou en tout cas sur lesquelles tu travailles? Ça tombe bien que t'en parles, parce qu'on est en cours de réflexion avec mes producteurs pour construire une idée de film qui parlerait de la particularité de la Clusaz et de ses habitants, parce qu'il faut quand même le dire, on a quelques ovnis à la Clusaz, et il y a pas mal d'histoires intéressantes à raconter. Donc on est en train de réfléchir un petit peu là-dessus. Tu travailles sur un autre film avec des jeunes du village, différents portraits. Donc là il y a eu, tu nous disais, un teaser qui a été fait avec des images.
Et le but, c'est d'aller chercher des financements pour passer à l'étape suivante. Voilà, en gros, il n'y a rien de sûr. Je ne sais pas si ce film va se faire ou pas. On espère. Mais on met toutes les chances de notre côté pour y aller. Et là, on a été dans le processus d'écriture depuis 9 mois maintenant, peut-être un peu plus. Et le processus d'écriture, il faut écrire des dossiers pour faire des demandes de subventions, des demandes de financement public. Donc pour écrire ces dossiers-là, il faut savoir exactement le pourquoi on veut faire ce film, ce qui n'est pas forcément évident à trouver. Oui, il faut presque connaître le résultat final sans l'avoir fait. Ouais. Alors que c'est un documentaire, mais en tout cas, il faut faire une proposition. Et on a tourné aussi un teaser pour présenter les personnages, parce que c'est quand même un film qui va se tourner sur 1 an, sur justement ces 4 jeunes issus de la Clusa qui ont entre 18 à 20 ans. Et le but, c'est de suivre un peu cet éveil fougueux juste après les 2 ans de la pandémie et de voir, d'assister à leur premier pas hors de la chrysalide et hors du cocon. Donc c'est une aventure d'1 an, donc il faut obligatoirement bien présenter les personnages et puis donner envie de les connaître. Ouais. Et sans forcément donner les noms des différents personnages, on a quel type de profil? Ouais. On a une jeune skieuse professionnelle, milieu freestyle. On a une jeune lycéenne qui va aller dans l'armée de terre. On a un jeune restaurateur qui va ouvrir sa propre brasserie. Et on a un jeune étudiant à la fac qui a décidé de partir pour le coup, mais qui est quand même très ancré et lié à sa bande d'amis ici à la Clusa et qui veut devenir acteur. D'accord. Ouais, des profils complètement différents, mais ça promet quelque chose de sympa. Exactement, et qui sont toujours en lien et qui... Voilà, le village les réunit. Ok, génial. Et comme on parle beaucoup et qu'on arrive à la fin de ce podcast, si on avait une question supplémentaire, si tu devais, je sais pas, changer quelque chose dans ton parcours, refaire quelque chose autrement, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait à modifier? Ou est-ce que c'est parfait et tout va bien dans le meilleur des mondes actuellement? C'est une trop bonne question. T'as le droit de dire que tout va bien. Non, tout va bien, c'est juste que mon parcours, il est intimement lié à mon histoire personnelle. Et si j'avais quelque chose, mais je sais même pas si je le referais, mais j'ai quand même un de mes films qui est sur la maladie et le décès de ma maman. Donc, peut-être que si j'avais à refaire quelque chose... ce serait qu'elle reste parmi nous. Ouais. Mais en même temps, si elle était encore là, j'aurais jamais fait ce film et je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc finalement, peut-être pas. Peut-être que mon parcours est très bien comme il est. Et ça nous ramène à ce qu'on disait depuis le début, c'est qu'il y a cette émotion qui lie tout ça. Et ouais, puis je pense que les émotions, on peut les transcender en faisant un objet à partager pour le bien commun, pour que ça serve à quelque chose, pour que ça ait un sens, peu importe ce qu'on vit dans la vie. Et ce sera le mot de la fin. Ce sera très bien comme ça. Merci à toi, Laura. Mais merci à toi. C'était super de discuter tout ce petit temps. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à partager, à écouter nos autres podcasts. Et tu veux rajouter un petit truc? Oui, une toute petite nouvelle dont j'ai pas parlé. Avenir et Behind the Lens sont pris sur Amazon Prime Video et vont être balancés à partir de mi-mai. Donc allez voir. Génial. Ouais, non, c'est une super bonne nouvelle. Ça va faire un gros coup de projecteur sur les 2 films. Et puis plus il y a de vues, plus il va être en devanture. Donc j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir, même s'ils l'ont. Si vous l'avez pas vu, si vous avez envie de le revoir, rendez-vous sur Amazon Prime. Je sais pas qu'on ferait de la promo pour Amazon aujourd'hui, mais c'est génial. En tout cas, félicitations à toi pour ce beau résultat. Ouais, ça promet pour la suite. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine pour un nouvel invité, pour de nouvelles histoires, de nouvelles aventures. Merci à toi, Laura, encore une fois. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis à bientôt. Allez, salut, Harvey.